et bienvenue pour le tuto des assos 3. Comme chaque semaine, on essaye avec Sébastien, qui est derrière la caméra, qui réalise ce tuto, on essaie de vous proposer un rendez-vous pour maintenir le lien, pouvoir réfléchir sur la vie associative, etc., malgré les conditions sanitaires qui ne favorisent pas la pratique associative, qu'elle soit sportive, culturelle, de loisirs, etc. Cette semaine, on va vous parler des financements privés. Pourquoi des financements privés? Parce que cette période, c'est peut-être l'occasion de questionner mon association et son association sur la part des financements privés au sein du budget de l'association. Donc pour ça, on va passer à la première diapo. Tout d'abord, il faut déconstruire une croyance. On pense souvent que le mécénat, on reviendra un peu sur ce que c'est, même si on l'a vu la semaine dernière, mais on croit souvent que les financements privés en globalité sont la première ressource d'une association. Si on prend les derniers chiffres qui sont faits par la chercheuse Viviane Tchernonog, la part des financements privés, en particulier fondations, mécénat, représente 4 à 5% des financements associatifs en France. Là où on pourrait croire que la baisse des subventions publiques amènerait peut-être à un accroissement des financements privés, ce n'est pas vrai. Souvent les associations s'autofinancent par de la vente de produits d'activité. On aura peut-être l'occasion dans les prochains tutos des assos de réfléchir et de se questionner là-dessus. Mais déjà, il est intéressant de déconstruire peut-être une croyance pour beaucoup d'entre vous ont, qui est celle de la baisse de l'argent public va permettre l'accroissement des financements privés, en particulier des financements des fondations et des entreprises. Ce n'est pas vrai. C'est plutôt la baisse des subventions publiques qui est une réalité et plutôt remplacée là par une augmentation des ventes des produits d'activité, voire une augmentation des cotisations, encore que là, dans la dernière travail de recherche de Viviane Tchernonog, ce n'est pas le cas. On va passer à la diapo suivante. Tout d'abord, donc du coup, les cotisations, les dons manuels, je vais passer très rapidement là-dessus, on l'a vu la semaine dernière. Les cotisations, les dons, oui, c'est la première ressource de financement privé d'une association, si on peut convenir comme ça. Les cotisations, elles font partie des ressources traditionnelles des associations. C'est la seule, du moins les dons sont la seule ressource qui est prévue dans la loi 1901, puisque quand on est une association déclarée de loi 1901, on a la capacité à recevoir des dons. Après, ces dons peuvent être effectivement défiscalisables dans certaines conditions qu'on a vues la semaine dernière dans le tuto des assos 2. Donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Le don manuel est effectué toujours de la main à la main, c'est-à-dire du vivant du donateur, ça je vous l'ai déjà dit aussi, et ne peut pas être fait sous forme de legs, etc. Ça renvoie à d'autres conditions que ne remplissent pas de nombreuses associations. Donc on va plutôt balayer cette question-là. La seule consigne à rappeler, c'est que la cotisation, ça vous donne la capacité d'être membre d'une association. C'est souvent le droit d'entrée pour être membre d'une association. Ça vous déclare comme membres sociaux, etc. Le don est différent. Le don, c'est sans contrepartie. Le don est systématiquement désintéressé. C'est-à-dire qu'en échange, ça n'ouvre droit à aucun avantage, ni financier, ni matériel, ni de tarifs préférentiels, etc. Sinon, ce n'est plus catégorisé comme un don, mais comme un transfert d'argent, un flux financier. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Je passe très vite, ça c'est pour ça, la simple et bonne raison que c'est des infos qu'on a déjà vues. Première, c'est le mécénat d'entreprise. On va s'intéresser à ça aujourd'hui, on va faire un zoom dessus. Le mécénat d'entreprise, donc le mécénat c'est faire de mécène, vous savez, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais en droit français, tout le monde peut faire un don. Toutefois, la loi précise que les entreprises ou organisations soumises aux impôts commerciaux, impôts sur les sociétés, impôts sur les revenus, etc., peuvent bénéficier des avantages fiscaux qui sont liés au mécénat. Cependant, comme vous pouvez voir sur la petite diapo qui vous est présentée là, le mécénat peut prendre plusieurs formes. Effectivement, le mécénat, c'est avant tout du mécénat financier, c'est-à-dire un transfert d'argent d'une entreprise à une association. Mais ça peut prendre d'autres formes, en particulier du don matériel. Je renvoie aux associations valenciennoises, par exemple, à la Maison des Assos de Valenciennes, qui propose une bourse. Alors, j'ai plus le nom en tête, ça va me revenir, mais quand des entreprises valenciennoises ont du matériel, du mobilier informatique, etc., l'AMDA diffuse l'information à l'ensemble des associations valenciennoises. C'est une forme de mécénat et l'AMDA propose en fait de mettre en lien les entreprises et les associations valenciennoises. Donc du coup ça peut être du don en matériel, ça peut être aussi du produit qu'elle fabrique. Imaginons, je suis une entreprise, je fabrique un produit, par exemple je pense à Sébastien parce qu'il connaît très bien l'entreprise Ménissé.
fabrique du pain, imaginons cette entreprise pourrait faire don en mécénat de pain qui sont offerts à une association auprès de démunis, etc. Donc ça peut être du don du produit que l'entreprise fabrique elle-même. Ça peut prendre aussi la forme du personnel qui est mis à disposition de manière temporaire. Je suis désolé. De manière temporaire, ça peut être de la mise à disposition. Imaginons, je suis une petite entreprise de quartier, on a un comptable. On peut mettre à disposition une demi-journée le comptable à une association locale du quartier, etc. pour qu'elle les aide à faire son bilan financier ou son budget prévisionnel. Ça peut être aussi, vous voyez, c'est le petit cercle bleu, ça peut être de la mise à disposition temporaire ou alors de la mise à disposition permanente, ce qu'on va appeler là du mécénat de compétences. Ce qu'on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Donc il y a vraiment différentes formes et quand on envisage, et quand on est une association et on envisage de travailler sur les financements privés, effectivement, la relation qu'on peut nourrir, qu'on peut entretenir avec une entreprise peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme d'un don financier, mais pas que, du don de matériel, du don du produit qu'elle fabrique, de la prestation de service, de la mise à disposition de personnel. Ça peut prendre plusieurs formes et il ne faut pas s'intéresser et se concentrer que sur l'aspect, exclusivement l'aspect financier, parce que peut-être que les entreprises n'ont pas de trésorerie, ou en ont très peu, ou ne souhaitent pas, comme à un moment donné, faire de dons financiers, mais du matériel, des collaborateurs qui peuvent être mis à disposition. Il y a plusieurs stratégies à fournir, et dans votre stratégie, on aura l'occasion justement de revenir tout à l'heure dans les prochaines diapos. Le mécénat n'est pas réservé aux grandes entreprises, et ça c'est vraiment important, ça c'est tiré du site association.gouv.fr. Le mécénat n'est pas réservé aux grandes entreprises et souvent on a naturellement, nous, associations, l'objectif de tout de suite aller voir les grands groupes qui sont souvent sursollicités. Les grandes entreprises sont sursollicitées par l'intermédiaire de leur fondation ou autre. Elles sont souvent les premières vitrines et les plus représentées, les plus connues. Et on ne développe pas forcément une stratégie qui va aller plutôt vers les TPE, PME de notre territoire avec lesquels on peut entretenir de véritables relations, des fois même personnelles, parce qu'on connaît les chefs d'entreprise du quartier, de la commune, etc. Et c'est peut-être là où vous avez un rôle à jouer, c'est peut-être là où il faut aller. Et comme je vous l'ai dit, le mécénat, il peut être financier, peut être en nature, d'un bien immobilisé, donc ça peut être véhicule, mobilier, etc. Ça peut être de la fourniture de marchandises en stock, équipements sportifs, téléviseurs, ordinateurs, de l'exécution de prestations de services, réparation, entretien, imprimerie, ou alors la mise à disposition de compétences sur la communication, la comptabilité, je vous l'ai présenté tout à l'heure dans le petit schéma. Et le mécénat de compétences, ça va beaucoup plus loin. Je prends l'exemple par exemple d'Unicité Valenciennes qui a bénéficié il y a quelques années d'un mécénat de compétences avec la Fondation Orange, qui leur a permis d'avoir un salarié pendant 3 ans, je crois 2 ou 3 ans, à disposition à temps plein au sein de l'association Unicité Valenciennes. Donc oui, les entreprises peuvent aller jusqu'à là. Souvent, ça se fait avec des salariés qui approchent des dates de la retraite, et du coup, on les met à disposition d'une association pour terminer leur année de salariat au profit d'un projet d'intérêt général. Donc, cette diapo, elle est tirée du site association.gouv.fr et en cliquant sur le lien que vous avez en haut en jaune, vous verrez, vous pourrez aller un peu plus loin dans les recherches, en sachant qu'au-delà de cette diapo, je vous enverrai un guide du mécénat qui a été mis en place par le gouvernement, par le ministère de la vie associative. Diapo suivante du coup. Quel statut mon association doit avoir pour être éligible et quel traitement fiscal? Je vais passer très vite dessus parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Toute association de loi 1901 qui répond à une mission d'intérêt général, que ce soit dans le sport, la culture, l'environnement, etc., peut prétendre. Elle a une démarche à effectuer, donc je vous renvoie à la diapo, au tuto de la semaine dernière. Simplement, en termes financiers, pour l'entreprise, la règle à retenir, c'est qu'elle peut déduire 60% de son don dans un maximum de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Ce don est déduit de l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qu'elle doit régler aux services fiscaux. C'est vraiment la règle à retenir. J'insiste pas plus pour la simple et bonne raison que c'est dans le tuto de la semaine dernière. Là, on va plus loin dans la stratégie. Il y a quand même, dans le financement privé, il y a quand même une question que vous allez vous poser, c'est, bah oui, mais moi, je fais pas, c'est pas du mécénat parce que l'entreprise avec laquelle on collabore, c'est de la publicité, donc ce n'est pas du mécénat, et vous avez raison, il faut bien différencier le mécénat du sponsoring ou du parrainage. On va plutôt parler de parrainage, parce qu'on va essayer de se forcer à parler français.
Donc du parrainage, le mécénat, je vous l'ai dit, c'est un don désintéressé. L'entreprise n'a aucune exigence en termes de comment retour sur investissement, etc. Cependant, du parrainage, là, il y a un contrat qui doit être établi, une convention qui va être établie entre l'entreprise qui va fournir un don, du moins fournir une somme financière, et l'association qui va la percevoir. Souvent, ce parrainage, c'est en échange de la publicité, de la visibilité que vous allez accorder à l'entreprise. Je donne un exemple très concret. Les clubs de sport sont souvent et très doués pour mettre en place du parrainage, du sponsoring. Ils vont vendre des encarts publicitaires d'une entreprise sur des maillots lors d'un événement, etc. Les deux types d'associations qui sont très douées là-dessus sur le parrainage, c'est souvent le sport et la culture. Vous vendez à ce moment-là de l'encart publicitaire. Ce n'est pas un don, la somme qui vous est accordée dans le cadre d'un parrainage de sponsoring n'est pas déductible des impôts parce qu'en fait vous vendez un encart publicitaire. Donc là vous avez une convention, un contrat qui va vous lier à l'entreprise avec laquelle vous allez vendre un encart publicitaire en lui disant bah voilà, si tu veux 10 mètres carrés de banderole, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, je sais pas, je dis n'importe quoi, de banderole sur notre événement, ça coûte 10 mètres carrés c'est autant, 20 mètres carrés c'est autant, 30 mètres carrés c'est autant. Et selon l'emplacement aussi, est-ce que c'est derrière la scène, est-ce que c'est à l'entrée, ce n'est pas le même prix. Vous avez des exemples très concrets, très connus, je vous ai dit, les clubs de sport le font, le 4L Trophy, les associations qui organisent chaque année le tournoi de la course des 4L Trophy, fonctionnent essentiellement sur du parrainage. Vous vendez de la publicité, vous vendez des encarts publicitaires. Alors certes, pour répondre à une mission d'intérêt général, la vôtre, mais vous vendez de la publicité. Donc à ce moment-là, ce n'est pas déductible des impôts. Mais cependant, il y a peut-être chez vous une stratégie à mener, en particulier dans les associations sportives et culturelles, à réfléchir à cette stratégie autour du sponsoring, du parrainage. Malheureusement, les conditions aujourd'hui font que les TPE, les PME sont très fragilisées par la situation sanitaire et c'est certainement pas le moment. Je vous renvoie à un excellent article dans Le Monde qui est paru il y a quelques jours qui estime la perte des clubs sportifs à 250 millions d'euros sur la crise du coronavirus et en particulier par la baisse du sponsoring, puisque souvent les associations sportives font appel à des entreprises, des TPE, des PME du territoire. Donc je vous renvoie à cet article. C'est peut-être pas le bon moment, cependant c'est une stratégie qu'on ne doit pas balayer à revers de la main. Elle peut se construire avec des chefs d'entreprise qui sont proches de l'association, ça peut être un frère, un oncle, etc., avec lequel on travaille. Ça peut être aussi un ami qui est sensible à la cause pour laquelle vous luttez. Il y a véritablement un travail à mener autour de cette question du parrainage, du sponsoring. Le mécénat, je vous l'ai balayé, je vous l'ai présenté, qui est là plutôt du don. Tel un mécène, il va soutenir un projet sans rien attendre en retour. Après, vous pourrez évidemment remercier votre partenaire financier, le mécène, si vous avez un article dans la presse, etc. Vous pouvez évidemment le remercier, mais en aucunement il peut l'exiger. Voilà la différence entre le mécénat et le sponsoring. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour récapituler. Le partenariat privé, on peut le différencier en deux points aujourd'hui. D'un côté, le mécénat avec 0,5% maximum du chiffre d'affaires. Vous pouvez faire appel directement auprès d'entreprises par l'association. Il y a 60% possibilité d'exonération fiscale sur le don qu'ils vous font. Ou vous faites appel aux fondations ou à des appels à projets de fondations. Fondations, il y en a énormément, il y a différents sites qui les recensent. Il y a plus de 1500 fondations en France. Les fondations, elles sont souvent soit mises en place par des entreprises qui créent leur propre fondation pour nourrir les projets qui les intéressent, souvent en lien avec l'activité même de l'entreprise. Je vais vous donner des exemples très concrets pour être clair. Noroto va travailler sur les questions de mobilité. La fondation Noroto. La fondation Auchan va travailler sur les questions alimentaires. La fondation Decathlon va travailler sur la question du sport. La fondation Bonduel va travailler sur les questions alimentaires. La fondation Toyota Valenciennes, qui existe, va travailler essentiellement sur les questions de mobilité, même si ce n'est pas que. Mais ils ont quand même souvent, il y a un lien très, très établi entre l'entreprise mère, on va dire, l'activité de l'entreprise et la fondation. Donc selon notre cœur d'activité, on va plutôt aller vers la fondation Decathlon si on est une association sportive, ou la fondation Noroto si on travaille les questions de mobilité, parce que c'est naturel. Mais il y en a 1500, je vous le dis, ça peut être des entreprises, ça peut être aussi des particuliers qui ont leur propre fondation, des familles, souvent c'est familial, qui entretiennent une fondation,
souvent c'est les deux cas de figure. Vous pouvez aller sur le site de la Fondation de France qui les recense, ou alors sur le site de l'ADMICA aussi qui les recense. Et je vous dis, il y en a plus de 1500, donc c'est relativement assez riche. Le sponsoring, donc c'est du parrainage, pas d'exonération fiscale et c'est un contrat de publicité que vous offrez à une entreprise. Il y a aussi une nouvelle stratégie qui apparaît depuis quelques années, c'est les prix et les concours. Alors souvent, moi, à titre personnel, pour rien vous cacher, je suis assez critique, et je vais revenir un peu sur ma critique. Une association peut également participer à des concours. Les concours, la différence avec une fondation, etc., c'est que souvent on va faire appel à, non pas une commission qui va arbitrer, etc., on va plutôt faire appel de plus en plus aux réseaux sociaux qui vont voter, on va inviter les gens à voter pour le meilleur projet, etc. Alors sur le principe c'est intéressant parce qu'on se dit, bah oui, on renvoie la délibération au plus grand nombre, la délibération de l'attribution d'une somme. Oui, cependant, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que c'est une course à l'échalote à celui qui est peut-être le plus présent sur les réseaux sociaux, celui qui a peut-être la meilleure stratégie de communication et pas forcément le projet le plus utile socialement. Donc, moi je mets en garde sur le développement de plus en plus des prix et des concours parce que ça peut être alléchant, c'est peut-être une bonne idée à la base et c'était certainement, mais aujourd'hui on se rend compte que bah oui, les projets qui fonctionnent, qui gagnent les prix et les concours sont systématiquement les projets qui ont la meilleure stratégie de communication, qui ont un réseau de followers, un réseau de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux relativement important. Alors c'est très bien, mais cependant c'est pas forcément les projets les plus utiles. Donc moi je nuance un peu ce développement de plus en plus de prix et concours, mais cependant sachez que ça existe. De plus en plus des fondations utilisent ce prix-là en développant un prix, le prix du public, ou etc. Et c'est souvent des projets qui sont soutenus par l'intermédiaire des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Moi je nuance, je pense que c'est peut-être sympa à la base, mais aujourd'hui c'est plutôt voilà, celui qui a la meilleure stratégie de com qui gagne. Celui qui a le plus de nombre de suiveurs qui vont cliquer dessus qui va gagner, c'est pas forcément le projet le plus intéressant, le plus utile socialement. Donc oui, c'est une stratégie qui existe dans les partenariats privés à développer. Cependant, à titre personnel, évidemment, ça n'engage que moi. Je suis relativement critique sur ce type de... sur le développement des prix et des concours. Quelle stratégie, et je vous l'ai dit, quelle stratégie à mener? Moi je pense qu'on a une stratégie, et vous avez une stratégie à mener auprès des très petites et petites associations, entreprises du moins, de votre territoire. À savoir, quand on veut développer les partenariats privés, les financements privés, en particulier auprès d'entreprises, moi je pense que l'enjeu c'est de mener un double travail, voire même un triple travail. Le premier c'est effectivement, parce qu'il ne faut pas le balayer, il faut recenser les fondations nationales, plutôt des grandes entreprises qui existent, auxquelles vous pourriez potentiellement prétendre. Ce n'est pas, faut pas les balayer, il faut quand même aller voir ce qui s'y passe concrètement. Première étape. Deuxième étape, et voire même conjointement, un travail d'identification au sein de votre réseau de potentielles personnes, en particulier chefs d'entreprise, etc., ou de cadres dans des entreprises du territoire, qui pourraient potentiellement être sensibles à votre sujet. Parce que des fois, on peut avoir dans l'entourage de l'association des chefs d'entreprise qu'on n'a jamais sollicités, bah tiens, c'est peut-être l'occasion, etc. Et un troisième travail à mener conjointement de votre part dans votre stratégie de partenariat privé, c'est d'identifier sur votre territoire l'ensemble des TPE, des PME, qui peuvent être sensibles à votre sujet. Des fois, on hésite, on n'ose pas, puis tout compte fait, on travaille sur la question du handicap, on va solliciter un chef d'entreprise, et peut-être qu'on ne sait pas, mais ce chef d'entreprise, peut-être lui-même sa fille ou son fils, est porteur de handicap et du coup il va être très sensible à votre projet. Dans votre stratégie de communication, surtout vis-à-vis des entrepreneurs, etc., que vous pourrez solliciter, on a souvent tendance à mettre en avant nos besoins associatifs, c'est-à-dire on doit acheter un camion, etc. Certes, c'est une utilité, on doit acheter un véhicule, tout ça, mais c'est pas ça qui va être, c'est pas sur ça que l'entrepreneur peut être sensible. Il va être sensible plutôt sur votre public. Donc, mettez en valeur ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites, plutôt de qu'est-ce que vous avez besoin pour le faire. C'est-à-dire, allez là-bas plutôt avec des valeurs, avec des vidéos, etc., qui vont mettre en avant les actions que vous menez, plutôt que de vos besoins très primaires de j'ai besoin d'acheter un ordinateur, j'ai besoin d'acheter une nouvelle imprimante, j'ai besoin d'acheter un nouveau véhicule. C'est pas que c'est pas indispensable, c'est certainement même indispensable pour réaliser vos actions. Mais c'est pas là-dessus que va être sensible l'entrepreneur.
l'entrepreneur va être sensible par rapport au public. Donc recentrez-vous votre communication sur votre public pour lequel vous faites les actions et pas simplement sur votre besoin essentiel qui est celui d'avoir un véhicule parce que vous devez amener les personnes à des visites médicales et que le véhicule est en panne, il est mort, etc. C'est une réalité, elle est escalée, cependant c'est pas là-dessus que les gens vont être sensibles. Et quand on développe une stratégie de partenariat privé, on y va aussi dans une stratégie de communication. Et dans votre stratégie de communication, mettez en avant le public pour lequel vous le faites. Qu'est-ce que ça apporte au public, votre action, et non pas simplement votre besoin primaire qui est celui de racheter une imprimante, etc. Il y a aussi le financement participatif, aussi appelé crowdfunding en langage anglo-saxon. Le financement participatif, c'est l'idée par des plateformes numériques de développer un projet au travers le financement participatif, c'est-à-dire le financement d'une communauté, d'internautes, etc. Pour ça, on aura l'occasion, Sébastien qui est derrière la caméra aujourd'hui, aura l'occasion de faire une vidéo avec Mejdi Slama, qui est le fondateur de la plateforme My Money Help, qui est véritablement notre partenaire au STAJ pour le développement du financement participatif. C'est une plateforme lilloise, qui plus est, donc une plateforme du territoire, une plateforme associative, ce qui est assez rare dans le financement participatif. Le financement participatif, on en connaît tous les grosses structures, même si on ne les a jamais utilisées, on les connaît de nom, comme KissKissBankBank, Ulule ou My Major Company. Par là sont sortis quelques chanteurs. Donc c'est vraiment l'idée, et je passe à la slide suivante, j'ai trouvé un petit dessin qui résume assez bien, j'ai emprunté sur internet, qui résume assez bien. Donc il vous faut pour faire un financement participatif, un projet, une foule, de l'argent. C'est le principe. Donc en fait, votre première étape, c'est de développer votre projet, de mettre en avant votre projet sur un site internet. De là, vous allez mobiliser une communauté qui va pouvoir financer de plusieurs manières, soit c'est par l'investissement, soit c'est par du don, soit c'est par du prêt. Souvent, le financement participatif, c'est un don. Les gens donnent. En échange, souvent, il y a une contrepartie. Je ne pourrais pas vous donner des exemples aujourd'hui, mais souvent, il y a un système de contrepartie. Par exemple, chez My Major Company, on finance un chanteur. Si l'album sort, souvent, l'album, vous l'obtenez dans le don que vous avez effectué, etc. Donc, il vous faut, donc, je vous l'ai dit, un projet, une foule, de l'argent. C'est financement par la foule. C'est-à-dire, vous avez besoin de 10 000 euros, peut-être vous allez avoir... Au lieu de demander à une seule institution 10 000 euros, vous allez demander peut-être à 100 personnes 100 euros, etc. pour obtenir l'argent dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Comment ça marche concrètement? Vous mettez votre projet sur la plateforme, une participation des internautes, chaque internaute peut participer financièrement à la somme qu'il souhaite. Souvent, il y a plusieurs plafonds, ça va de 5 euros à 500 euros, etc. Des contreparties équivalentes à la somme que vous décidez de mettre sur ce financement. Et il y a trois possibilités de financement. Soit c'est par du prêt, c'est-à-dire que vous prêtez une somme et en échange, quand le projet s'est développé, on vous le rembourse, soit des prêts à taux zéro évidemment, soit de l'investissement, soit du don. Et le don souvent se fait avec de la contrepartie. Et c'est en mélangeant tout ça que vous obtenez un financement participatif. Je ne vais pas insister parce qu'on aura l'occasion avec Sébastien qui va développer des petites rencontres numériques avec des acteurs, de faire une prochaine visio avec Mejdi Slama de My Money Help sur le financement participatif. Il faut savoir qu'il y a des associations du territoire qui ont déjà bénéficié de financement participatif. Je pense à l'association Ernie qui a rénové des calvaires par exemple. Ils avaient besoin d'une somme pour rénover des calvaires dans le village et ils ont lancé une campagne de financement participatif par l'intermédiaire de My Money Help. Je ne vais pas insister parce que j'ai envie vraiment que vous ayez l'occasion que Mejdi Slama de My Money Help vous présente ça avec Sébastien. Voilà, c'est tout. J'ai fait le choix de ne pas forcément rentrer en détail parce que le but des tutos, c'est pas de vous faire une formation en ligne, c'est pas que vous soyez là en sortant plein de compétences, c'est de vous ouvrir des pistes de réflexion aujourd'hui sur les financements privés, en particulier les fondations, le parrainage, le sponsoring, le financement participatif. J'ai fait le choix de ne pas évoquer les systèmes de prêt, par exemple, de Noractif. J'ai fait le choix de ne pas évoquer aujourd'hui le système des cigales. On aura certainement l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo. Merci, en tout cas, pour ce troisième rendez-vous. On ne sait pas encore si on arrivera à en faire une la semaine prochaine parce qu'on a des impératifs. On vous tient au courant. Et n'hésitez pas à envoyer votre mail en message
message privé et avec Sébastien, on vous chargera de vous communiquer ce document plus le guide du mécénat rédigé par association.gouv.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ou si vous la voyez en replay, merci de l'avoir suivi aussi. À bientôt, salut!